recommencer, il est 17h45. Donc, je suis Aurélie Collas, déléguée générale de la Fédération des entreprises de l'eau. Et je suis ravie de vous accueillir sur ce lab pour pouvoir échanger avec nos grands témoins sur le sujet de la REUT. Alors, la REUT, on en a un petit peu entendu parler. Vous savez, dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup d'acronymes. Celui-là, on commence à le connaître. C'est la réutilisation des eaux usées traitées. Et comme vous le savez, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, notamment à l'occasion du dévoilement par le gouvernement du plan eau, avec un objectif de passer de 1% de REUT en France à 10%, et donc d'engager 1000 projets de REUT. C'est l'objectif du gouvernement à l'horizon 2027. Donc un objectif qui est très ambitieux. Comme vous le savez sans doute, ce sont les entreprises de l'eau qui ont développé la technologie de la REUT. D'abord à l'étranger, dans des pays dans lesquels le besoin s'en faisait davantage sentir, en Espagne, 14% de REUT, en Italie, 8%, mais aussi on va jusqu'en Israël à 80%, parfois même 100%, dans des pays dans lesquels il faut recycler entièrement l'eau, la Namibie, Singapour par exemple. Alors jusqu'ici, ce n'était pas une technologie qui était particulièrement développée à l'échelle de la France, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'était pas confronté à des phénomènes de sécheresse à répétition, c'était ponctuel, c'était conjoncturel. Aujourd'hui, on le sait, avec le changement climatique, ça devient structurel. Et ensuite, parce qu'il y avait une réglementation qui était assez stricte et qui conduisait notamment à ce que les autorisations soient données pour 5 ans seulement, ce qui était très court pour les porteurs de projets, puisqu'évidemment, les investissements se conçoivent sur le temps long. Alors vous le savez sans doute, à la fin de l'été, il y a un premier décret cadre qui assouplit le dispositif de la REUT qui a été publié au journal officiel, qui fait sauter ce verrou des 5 ans, un des verrous administratifs qui empêchait les porteurs de projets qui étaient motivés de pouvoir déployer rapidement ce type de projet. Puis il y a d'autres dispositifs réglementaires à venir, des arrêtés que nous attendons impatiemment d'ici la fin de l'année sur chaque usage, donc sur l'irrigation, sur l'arrosage des espaces verts et sur le nettoyage de la voirie, puisque vous savez qu'on peut faire plein de choses avec de la REUT, de l'hydrocurage, nettoyage des mobiliers municipaux, de l'irrigation, l'arrosage des espaces verts. Les usages sont multiples, on va avoir l'occasion d'en parler. Alors je vais me permettre de présenter nos invités. D'abord, je vais présenter Jean-Charles Orsucci, qui est maire de Boniface, qui va nous parler du projet de REUT qu'il a mis en place depuis quelques années. Je vais vous présenter également Cyril Charbonnier, qui présentera le projet de REUT de la station d'épuration du Carré de Réunion. Donc c'est pas très loin d'ici, c'est dans la plaine de Versailles. Et il nous parlera notamment de l'irrigation des fermes de Galie. Et puis je vous présente Tristan Mathieu, qui est membre du bureau de la Fédération des entreprises de l'eau, qui est directeur développement durable, RSE et affaires publiques de Veolia au France. Ah pardon, on me dit que je mets le micro au mauvais endroit, donc je vais faire mieux. Alors, je vais commencer par vous, monsieur le maire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser une question très simple. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a décidé à mettre à l'étude un projet de REUT dans votre territoire ? Alors, ce serait prétentieux, bonsoir à tous, ce serait prétentieux de dire que j'ai initié ce projet parce que si... C'est un vous collectif. Eh oui, donc non, surtout c'est que même si j'ai 3 mandats de maire déjà, c'est mon prédécesseur qui a initié ce projet en 2007. Et au moment où je parle, ce qui pour montrer un petit peu à l'auditoire la difficulté et l'évolution, c'est que nous sommes en 2023 et que je n'utilise pas encore à 100% l'eau réutilisée de ma station d'épuration, qui pourtant fait partie des 50 stations françaises capables de réutiliser. Pour vous dire le chemin qui a été parcouru et le chemin qu'il reste à parcourir. Pourquoi ? Ben, tout simplement, alors souvent c'est des raisons qui tiennent à un territoire, et heureusement d'ailleurs qu'il y a une réflexion de territoire, c'est qu'en 2007, donc mon prédécesseur doit reconstruire sa station d'épuration. L'eau qu'il choisit, il est au cœur de la vieille ville, de la ville de Bonifacio, il n'est pas à la périphérie, il est vraiment, pour ceux qui connaissent la ville, il est sur le port de Plaisance, carrément, la station est sur le port de Plaisance, et cette eau doit être rejetée entre la Corse et la Sardaigne, en plein milieu d'une réserve naturelle, avec une conduite qui traverse la presqu'île de Bonifacio. Bon, donc des travaux pharaoniques, et là, il se pose quand même la question en se disant comment on va aller jeter de l'eau épurée à 99,9% au cœur d'une réserve naturelle de dimension internationale, en prenant le risque de traverser une roche avec une ville qui se trouve dessus, etc. Donc, et là, une idée arrive du golfe de Spérone, la pratique sportive, qu'on soit bien clair, qui dit non mais au lieu d'aller jeter cette eau en mer, nous, on est prêt à vous racheter cette eau, parce qu'aujourd'hui on pompe cette eau sur un barrage, et
on est déjà, dès 2007, on est dans cette réflexion qu'à un moment donné, il va falloir économiser la consommation d'eau. Cette eau du barrage de l'Hospédale qui alimente en eau potable le territoire, elle a vocation à des périodes où on connaît déjà des sécheresses, parce qu'on me dit souvent, c'est en ce moment, ça se passe. C'est pas vrai. En 2007, on a déjà des interdictions de consommation d'eau en plein été, etc. Donc on se dit, bon, c'est quand même stupide, on va réutiliser cette eau pour le golfe de Spérone. Je vous la fais très courte, si je dois après, parce que mes amis doivent intervenir, c'est que cette eau, on a même abandonné l'idée de faire de la réhute. En 2014, notre commune a été obligée d'abandonner l'idée de la réhute. Pourquoi ? Je le disais déjà avant qu'on se mette autour de cette table, parce que le principe de précaution en France a tellement été érigé en dogme que l'ARS a été vent debout contre l'idée de réutiliser cette eau, y compris pour arroser un golfe. Je me souviens de discussions, mais stratosphériques, avec l'actuel sénateur de la Corse du Sud, qui à l'époque était président du Conseil général, qui expliquait qu'on interdisait l'arrosage du golfe de Spérone avec de l'eau traitée à 99,9%, alors que cette eau était plus propre que l'eau de pluie que l'on recevait. Il disait, mais alors comment on fait ? On met des parapluies partout. En tout cas, beaucoup plus propre que l'eau des rivières qui alimentaient le barrage de l'Hospédale et qui arrivait jusqu'au bout. Donc pour vous dire dans quelle perversion. Mais je vous assure, un cadre A de l'Agence régionale de santé a réussi à faire capoter en sous-préfecture le projet. Si je n'ai pas la chance d'avoir dans mes réseaux, et surtout à travers une rencontre, celle de Ségolène Royal, un ministre qui tape du poing sur la table et qui dit dans un an, je suis menteur, dans 6 mois, je reviens, je veux les autorisations et les financements. Ségolène Royal a permis la réutilisation de l'eau, mais pour vous donner quand même l'état d'esprit, on est en 2007 quand ça commence. En 2023, le Golfe n'utilise que 40 000 mètres cubes d'eau sur les 240 000 que nous produisons. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait des problèmes de salinité, parce qu'il y a des difficultés à se mettre d'accord sur le prix de l'eau malgré tout, et parce qu'aujourd'hui, cette eau, il va l'utiliser beaucoup plus demain, mais on a quand même l'ambition, pour être honnête avec vous, parce que philosophiquement, ça m'a quand même un peu embêté que de n'utiliser cette eau que pour un golfe, je le dis, et donc on a d'autres ambitions. Et je vais juste préciser, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que parmi les ambitions que nous avons, évidemment, toutes celles que vous avez citées vont bien, mais je suis sûr que par rapport à mon voisin de droite, j'en ai une supplémentaire et spécifique, c'est celle du nettoyage des bateaux de grande plaisance. Je pense qu'il là-dessus, il a un peu plus de difficultés. Or, pour nous, puisqu'on est un des premiers ports de Méditerranée en la matière, on trouve un peu stupide d'utiliser de l'eau traitée pour laver des bateaux, enlever le sel sur des bateaux de grande plaisance, alors que la station, elle est à vol d'oiseau, là où il y a écrit Groupama. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, et qu'on a prévu techniquement de pouvoir réutiliser cette eau pour nettoyer ces bateaux. Heureusement, la réglementation vient d'évoluer. Elle évolue très largement et on espère pouvoir, et je termine là-dessus parce que c'est aussi la petite boutade que j'aime bien, je vais pouvoir enfin hydrocurer les stations de canalisation avec cette eau, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas le droit de le faire. Là, on est sur le comble du comble, c'est-à-dire qu'on est aux antipodes de l'économie circulaire, mais tant mieux. Allez, écoutez, je suis peut-être un mauvais exemple ou un contre-exemple en matière de durée, mais je crois que les choses, elles avancent maintenant enfin dans le bon sens. Je pense que le principe de réalité est en train de nous rattraper. Je pense qu'aujourd'hui, on va arriver enfin à se dire que cette ressource est une ressource extraordinaire. Peut-être pas partout et tout le temps, il faut aussi se le dire. Je peux comprendre aussi que des gens soient aujourd'hui toujours très précautionneux quand on voit par exemple un ministre mis en examen et 2 ministres, un Premier ministre et un ministre mis en examen au moment du Covid. On peut se dire que vraisemblablement il y a dans ce pays des questions à se poser sur l'acceptabilité du risque. Et le maire de Bonifacio, une ville suspendue à 80 mètres sur des falaises, et peut vous dire que le SAI connaît particulièrement bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc on comprend que vous avez essuyé beaucoup d'obstacles. Vous rappelez également qu'il y a une réglementation qui est très stricte. Je rappelle que cette réglementation est élaborée par le ministère de la Santé, mais dans un cadre européen. Aujourd'hui, ce que nos voisins européens peuvent faire, peut-être pouvons-nous le faire aussi. Je peux vous taquiner juste là-dessus, parce que quand vous dites ça, ça me fait penser le jour où j'ai Ségolène Royal ici et le préfet de région à ma droite, et que le préfet de région s'est amusé à dire à la ministre, non mais vous comprenez madame la ministre, c'est la réglementation européenne qui nous empêche aujourd'hui de faire cela. Bon, je ne vais pas même retranscrire les mots qu'elle a utilisés vis-à-vis d'un préfet de région, j'étais un peu surpris, mais je peux vous garantir qu'elle lui a dit, et elle l'a fait, dans 6 mois, quand je reviens, j'ai les autorisations et les financements, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Et je voudrais rappeler, effectivement, vous l'avez esquissé, que
la REUT, ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution qui est adaptée aux besoins d'un territoire. C'est évidemment une solution qui est plutôt une solution sans regret en zone littorale, pour des raisons évidentes, puisque les eaux usées sont rejetées dans la mer. Mais on peut aussi envisager d'autres projets de REUT qui doivent être adaptés aux réalités des territoires, par exemple en région Île-de-France, et c'est ce dont va nous parler monsieur Charbonnier. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour nous expliquer en quoi consiste le projet de REUT que vous avez piloté sur le territoire de Plaine de Versailles. Concrètement, quel projet de REUT avez-vous accompagné et pouvez-vous nous décrire un petit peu les enjeux de ce projet? Alors, merci beaucoup. Et donc, effectivement, je vais vous parler d'un projet en Plaine de Versailles. Et je voudrais rassurer mon voisin. En Plaine de Versailles, ça prend du temps aussi. Il n'y a pas que à Bonifacio. On a beaucoup de... On porte un certain nombre de projets. On en a porté un pour un golf à Agde aussi. Ça a duré très longtemps. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les projets de REUT opérationnels, ceux qui permettent de faire des économies significatives sur la ressource en eau, c'est des projets qui ont été portés sur 5 ans, 8 ans, parfois plus. Et celui dont je vais vous parler n'échappe pas tout à fait à cette règle. Donc, quel est le contexte? Le contexte, c'est on est Plaine de Versailles, on est juste en dessous du château de Versailles, du Grand Parc et du Grand Canal. On a une très grosse station d'épuration qui s'appelle Carré de Réunion, qui épure les eaux notamment de tous les Versaillais, je crois une trentaine de communes autour. Et on est au milieu de la plaine qui est un espace préservé et vert. Et il y a là la ferme de Galy tout autour en fait de la station d'épuration historiquement. La ferme de Galy qui est un agriculteur francilien qui fait de l'agriculture de qualité avec notamment un concept de cueillette, c'est-à-dire que les clients viennent directement cueillir sur les arbres ou dans les potagers. Donc un concept d'agriculture de beau niveau et d'agriculture circulaire en circuit court. Et puis, cette station d'épuration, elle se rejette dans ce qui s'appelle le rue de Galy. Et ce rue de Galy, c'est en fait un trop-plein du Grand Canal de Versailles, lequel ne passe pas très souvent en trop-plein. Donc, c'est plutôt un rue sec qui est alimenté à 100% par la station d'épuration. Donc, on est typiquement sur ce qui est un blocage souvent évoqué, hein, le blocage de ce que cette station est le soutien d'étiage de ce rue. Lequel rue a une qualité écologique quand même derrière, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, évidemment. Et ces fermes de Galy, elles ont des ressources en eau qui sont des sources de la forêt de Marly et qui sont des forages qui sont pris donc sous la plaine, dans la nappe de Versailles, donc qui est une nappe qui, comme toutes les nappes, peut être est très exploitée, y compris par l'agriculture plus loin, en tout cas qui peut être fragile. Et donc la rencontre de ces différents acteurs, si je puis dire, la ferme de Galy, la station d'épuration de Carré de Réunion, le syndicat Hydrolis, son concessionnaire Suez, et ce rue qui est un acteur passif, et cette nappe qui est un acteur passif mais un peu fragilisé, nous mène à porter ce projet. Donc sur une station qui est une station comme la station de Boniface, une station de membranaire, donc une station qui a des exigences de qualité très fortes en sortie, nous mène à apporter ce projet donc de réutilisation d'eau usée traitée pour 2 usages sur la ferme de Galy. L'un, c'est un arrosage au goutte à goutte sur des arbres fruitiers notamment et sur des cultures maraîchères. Et l'autre, c'est une lutte, un arrosage à grandes eaux pendant les périodes de gel printanier tardif, c'est une technique qui permet de protéger les bourgeons. Donc quand on a des gels entre début avril et mi-mai, ce qui fait partie, ce qui est une des conséquences souvent observées du dérèglement climatique et dont on a beaucoup entendu parler, notamment sur les vignobles bourguignons il y a 2 ou 3 ans. Donc une des techniques les plus efficaces, c'est en fait d'arroser à grandes eaux à partir de minuit et jusqu'à ce que la température redevienne positive, donc jusqu'à 10h, 11h du matin, donc pendant des périodes très longues. Et c'est vraiment à grandes eaux, hein, c'est des débits, j'ai en tête 30 mètres cubes par hectare et par heure, donc c'est vraiment des débits relativement importants. Et donc en fait, on crée un glaçon autour du bourgeon, et ce glaçon en fait protège le bourgeon contre le gel. C'est-à-dire que le glaçon il est à 0 degré à l'intérieur, donc il protège étonnamment un peu le bourgeon contre le gel. Donc on a mis en place cette réutilisation. On a un agriculteur avec qui j'étais cet après-midi qui est extrêmement satisfait.
Il a acheté 210 000 mètres cubes d'eau en 2022. On n'a pas le bilan complet de l'exercice 2023, mais on est sur quelque chose d'assez massif. Et en même temps, on n'a pas déséquilibré le rue de Galie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la quantité d'eau qu'on utilise est une quantité assez minime, c'est-à-dire qu'on utilise en débit journalier 1,5% du débit de la station d'épuration. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on ne produit pas d'eau rioute la nuit. La nuit, c'est là qu'il y a le moins d'eau usée. C'est là donc que la sensibilité de maintien du débit d'étiage du rue de Galie est la plus critique. Et donc, en fait, on produit de l'eau. On ne produit pas d'eau usée traitée, pas d'eau rioute de, je crois, 1h à 8h du matin, enfin, en tout cas, pendant le créneau nocturne. Et la ferme de Galie, elle a une lagune pour stocker, puisqu'effectivement, ses besoins, ils sont en gros de minuit à 8-9 heures du matin. Donc on a un décalage de phase qui permet que le bilan, c'est que les eaux usées traitées de la station de Carhaix de Réunion sont valorisées. La ferme de Galie a une solution à ces problèmes, et en termes d'irrigation et en termes de protection contre les gels tardifs. On prend moins d'eau, enfin la ferme de Galie ne prend plus d'eau du tout d'ailleurs dans la nappe de la plaine alluviale de Versailles. Et donc maintient au contraire, l'eau rioute, à un moment elle va finir dans cette nappe, donc finalement on préserve cette nappe, et tout ça avec à la fois un arrêté préfectoral et une technique d'irrigation qui permet de préserver le rue de Galie et de ne pas lui enlever son débit d'étiage au moment critique, c'est-à-dire la nuit. Merci beaucoup pour ce descriptif tout détaillé des projets que vous accompagnez. J'ai une question à vous poser, monsieur le maire, plus particulièrement, qui concerne l'adhésion des habitants au projet qui a été mis en place. Comment on accompagne, comment on explique ? Vous parliez tout à l'heure du modèle économique, de l'usager final, le golf, dans le cas que vous avez décrit, peut-être à terme les voiliers, les bateaux. Comment on explique aux habitants ces projets sur lesquels vous êtes pionnier, vous êtes pilote? Comment on accompagne la communication auprès des usagers finaux qui financent ces projets? Alors, je ne vais pas chercher à me défausser, mais je crois qu'à l'époque, en 2007, lorsque l'équipe municipale, j'étais élu d'opposition d'ailleurs, pour vous être clair avec vous, mais j'ai voté ce projet sans aucune hésitation. C'est-à-dire que ça me paraissait tellement vertueux que je ne voyais pas comment on pouvait s'opposer. Honnêtement, je ne me souviens pas que mon prédécesseur à l'époque ait lancé une quelconque consultation, demandé un avis. Vous savez, ce qu'attendent nos concitoyens, les bonifaciens, ils attendent une chose, c'est de savoir s'ils vont devoir payer la facture. Pour être totalement honnête avec vous, aujourd'hui, cette facture, elle a surtout été en grande partie par vous, puisque c'est la solidarité nationale qui l'a payée, puisque c'est l'État qui est venu financer, et non pas le contribuable bonifacien. Et bien, pour cette raison-là, d'ailleurs, que j'étais, et je faisais partie de ceux qui étaient réservés dans le fait de réserver cette utilisation de l'eau à l'utilisation d'un golf. Mais je répète, en amont, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça permettait d'économiser l'utilisation d'une eau beaucoup plus utile ailleurs. Et donc, rien qu'en vendant ça à la population, en expliquant qu'avec la réhute, on allait, entre guillemets, leur garantir de pouvoir avoir de l'eau potable tout l'été, je pense que c'est un argument suffisamment convaincant pour amener la population à encourager ce type d'usage. Derrière, les discussions fortes que nous avons maintenant, c'est de faire payer notamment à l'utilisateur ce juste prix. D'ailleurs, au moment où je vous parle, ma DGA me le disait encore tout à l'heure, on travaille sur un prix au mètre cube qui sera différent suivant l'utilisateur. Effectivement, l'agriculteur ne paiera pas le même prix que demain. Nous avons des bateliers, je vous évoquais tout à l'heure avec vous la possibilité de laver leur bateau. C'est quand même une catégorie qui gagne suffisamment bien sa vie pour payer plus cher. Mais en tout cas, l'avantage pour eux, c'est que ce sera en tout cas beaucoup moins cher que l'eau facturée, traitée. Donc ça, je pense que... et le bonifacien, ce qu'il veut à la fin, c'est que si je lui explique qu'il a de l'eau en garantie, que ce n'est pas lui qui paye la facture et qu'on est dans des cercles vertueux, je crois qu'il y a une vraie acceptabilité. Les vrais enjeux, c'est le jour. Alors là, je pense qu'il faudra faire un effort. Vous savez, j'ai la chance d'être aussi secrétaire général adjoint de l'Association nationale des élus du littoral, qui a pour mission de vanter les mérites à toutes les communes littorales pour aller vers ce genre de process. Et notre président, Yannick Moreau, est carrément sur l'expérimentation de la consommation. Bon, je me souviens avoir une projet Jourdain. Voilà, donc là, je me souviens avoir eu la discussion avec lui. L'acceptabilité sociale de pouvoir boire cette eau, c'est là l'enjeu.
juste, je sais que mon voisin de gauche, Veolia, et je le disais tout à l'heure, et je lui ai même donné une formule qui l'a fait sourire, c'est que Veolia, c'est, si vous voulez, c'est un peu comme dans le football. Ils sont champions du monde, partout dans le monde, dans la réhute, ils réussissent, ils sont utilisés, on utilise leurs compétences, et l'endroit où on utilise peut-être le moins, c'est en France. C'est comme pour le football. Moi, je suis passionné de football, c'est tous nos plus grands joueurs, ils jouent malheureusement aujourd'hui, allez, il y a le Paris Saint-Germain qui nous sauve un peu la mise, mais ils jouent dans tous les grands clubs étrangers. Moi, je trouve ça un peu normal. Le chiffre, vous l'avez dit, moi, je l'ai en tête. J'ai eu à organiser un colloque sur ces sujets au mois de juin à Bonifacio. La France, c'est 1% de réutilisation, pendant que nos deux voisins les plus proches, l'Espagne et l'Italie, c'est 10%. Je ne vous parle même pas d'Israël, où c'est à 90%. Donc c'est là où on voit quand même, je pense que les Israéliens, les Espagnols, les Italiens, ils aiment autant leurs enfants que nous, ils veulent autant les protéger que nous, et ils sont largement en avance sur ces process. Je crois, vous savez, pour être honnête, on en parlait aussi tout à l'heure, et j'en parlais encore à table, le vrai problème aujourd'hui de ceux qui bloquent l'avancée psychologique sur cette question-là, c'est des gens qui ne connaissent pas, y compris à l'ARS. On en parlait parce que c'est tout à fait récent, hein, le changement de dogme de nos amis du ministère de la Santé sur le sujet. C'est qu'ils parlaient un peu sans connaître le sujet. Évidemment, je suppose que la réutilisation de l'eau aujourd'hui, en 2023, est un peu différente de ce qu'on a pu connaître dans les années 80 ou 90. En tout cas, j'ose l'imaginer. En tout cas, sur l'acceptabilité, c'est aussi par une diffusion d'une information claire, précise, technique, financière et d'ordre sociologique que l'on arrive à convaincre la population pour répondre concrètement à votre question. Merci beaucoup. Tristan, est-ce que tu veux compléter? Monsieur Le Maire évoquait notamment le projet Vendéo qui va jusqu'à la potabilisation de l'eau en partant de la Réhute. Merci Aurélie. Non mais moi je trouve que ce qui est passionnant, c'est on voit là. D'abord je me fais une remarque et dire quand même on est dans un beau pays parce que quand on parle de Bonifacio ou de Versailles, bon il y a des endroits pires pour aller faire de la réutilisation des eaux usées traitées. Je crois que élus et entreprises de l'eau, on a été quand même, je crois les deux vecteurs pour desserrer le nœud de la réutilisation des eaux usées traitées. Monsieur le maire l'a très bien dit. Nous l'année dernière par exemple on a installé une petite installation de réutilisation des eaux traitées et c'était pour laver les voiries. L'utilisation qu'on voyait, c'était laver les voiries et faire de l'hydrocurage de réseau. Monsieur le maire l'a souligné d'ailleurs, quand on cure des réseaux d'assainissement, ça finit à la rivière, hein, donc c'est pas de l'eau qui se perd. Eh bien, l'autorisation qui nous a été donnée, elle était terrible. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que tous nos agents soient habillés en blanc, pratiquement en scaphandre, un anémomètre sur la petite balayeuse et dès que le vent dépassait 15 km/h, il fallait tout arrêter et bien entendu ne jamais être à moins de 15 mètres d'un établissement recevant du public. Donc c'était vraiment un cérémonial incroyable. Alors je me souviens avec Aurélie, je pense qu'on était ensemble au Comité national de l'eau, j'ai dit vraiment il faut absolument prévenir tous les Français qui partent à l'étranger, là en Espagne et ailleurs, mais qu'ils fassent vraiment attention parce que là leur vie est en danger. Alors blague à part, je crois qu'on est quand même à un moment où les choses changent et changent rapidement. Le ministre Béchu d'ailleurs l'a annoncé il y a quelques jours, il y a 500 projets de réutilisation des eaux usées traitées en France. La ministre de la Santé, comme vous le soulignez, a changé son dogme. Donc les choses sont devant nous. Il faut surtout qu'on ne se fasse pas prendre dans la pensée unique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit, je pense qu'aucun des acteurs autour de la table pense que faire de la réutilisation des eaux usées, ça empêche d'avoir une consommation raisonnable, ça empêche d'avoir des très bons rendements de réseau, on en parlait tout à l'heure, ça empêche de sensibiliser. Non, il faut tout faire. Voilà. Et face au changement climatique et à ses effets très marqués sur la ressource en eau, vous savez qu'il y a 14% d'eau disponible en moins pour les services publics d'eau en moyenne par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Il faut faire tout. Voilà. Et à la fois de la prévention, à la fois du curatif, à la fois de l'innovation, à la fois de la sensibilisation. Et ça nécessite forcément une prise de conscience collective. Et je crois que d'ailleurs, une des prises de conscience qu'il faut le plus partager, c'est celle que, comme le disait Aurélie, le sujet c'est le modèle économique. Mais nous, de temps en temps, on dit, vous savez, vous en faites pas, hein, quand il n'y aura plus d'eau, le modèle économique, on va le trouver. Hein. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 600 communes qui l'année dernière ont eu des problèmes d'eau, un grand nombre se sont fait alimenter par camions-citernes, je ne vous dis pas le prix du mètre cube que ça représente, ni l'empreinte carbone, ni le dérangement. Bon, bref. Donc, je crois que la principale pédagogie qu'on doit faire, c'est à la fois qu'il faut toutes les solutions pour y faire face, que les Français sont prêts, parce qu'il y a 60%
qui sont prêts de cet endroit-là, qui sont prêts vraiment à avoir des légumes manger des légumes réutilisés, qui ont été arrosés par de l'eau réutilisée. Il y en a le même nombre d'ailleurs qui considèrent que l'inaction coûtera plus cher que l'action, donc il faut aussi qu'on rassure les élus locaux en disant que dans la grande majorité des cas, leurs concitoyens, leurs électeurs sont prêts à ça. Et voilà, nous on s'y attache un peu. Merci beaucoup, Monsieur Charbonnier. Comment on embarque l'ensemble des acteurs? On parlait tout à l'heure des habitants, de l'usager final. Est-ce qu'il y a, quelle méthode vous avez mise en place aussi pour convaincre sur la durée aussi? Alors, du coup, je rebondis effectivement sur ce qui a été dit. La ferme de Galie a investi lourdement dans un deuxième réseau d'irrigation, puisqu'elle a des réseaux d'irrigation d'eau non RIOUT, elle ne peut pas mélanger les deux, et elle a deux usages distincts. Et c'est elle qui a investi en propre. Elle a été subventionnée, je crois, à 40%, ce qui est bien, mais elle a investi, je crois, 500 ou 600 000 euros, ce qui, pour un agriculteur, est un investissement très lourd. Ils l'ont fait, comme disait monsieur, ils l'ont fait parce que ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont manquer d'eau. La frondaison, quand ils ont eu des gels tardifs et qu'ils ont perdu une année 60%, il y en a 90% de leur récolte de fruits, c'est pas rigolo, c'est évidemment des recettes en moins, et surtout la vision moyen terme, c'est le mur, quoi. Donc effectivement, ils ont investi, ils se sont endettés, évidemment, ce sont des entrepreneurs responsables et ils ont un retour sur investissement, mais voilà, cet usager, on l'a embarqué, il a investi, il a des coûts d'exploitation, il achète l'eau, bien sûr, il a eu des coûts d'investissement, et il l'a fait parce que c'est nécessaire, parce que c'est l'or bleu, il y a une vraie valeur à l'eau, et on ne peut que s'en réjouir. Après, lui, pour embarquer ses employés, c'est de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, effectivement, au début, on leur disait, ils avaient l'habitude d'un certain nombre de qualités d'eau, on leur dit c'est l'eau de la station d'épuration à côté. Bon, globalement, c'est une très belle station et très bien tenue, mais enfin, une fois de temps en temps, ça sent pas très bon, machin. Ils disent, oh là, qu'est-ce que c'est bon. Tout ça avec de la pédagogie. Le fameux effet beurre qui commence à disparaître parce oui, qu'on n'a pas d'autre solution. Exactement. Donc, il y a de la pédagogie. Et à la fin, il me disait que cet été, quand il faisait chaud dans les champs, il avait dû intervenir parce que les gars voulaient la boire, l'eau. Ouais, donc, ils étaient en confiance totale. Alors, il leur avait dit, non, on ne boit pas l'eau non plus. On l'utilise pour l'irrigation. Mais donc, finalement, cet effet-là, avec le fait que cette eau est propre, qu'elle est belle, bon, effectivement, il saute, quoi. Voilà. Dans notre cas, on n'a pas de problématique usagée comme il peut y avoir sur un golf, mais je peux donner un petit retour d'expérience qu'on a sur le golf d'Agde, qui est déjà arrosé avec de l'eau RIOUT depuis plusieurs années. Les usagers du golf, avec beaucoup de pédagogie, ils sont finalement plutôt satisfaits. D'abord, ils ont vu que leur golf n'a pas fermé, que leur golf est vert, et ils ont même des nouveaux usagers qui cet été on dit mais enfin pourquoi est-ce que ce golf est aussi vert, et est-ce que par hasard vous piratez pas un peu les arrêtés préfectoraux. Donc il a fallu leur expliquer que non, que c'était des arrêtés RIOUT, que c'était autorisé, etc. Donc il peut y avoir plusieurs qualités d'eau, on n'a pas besoin d'eau potable pour tous les usages. Merci Absolument. beaucoup messieurs. Le mot de la fin? Non, je crois que juste pour dire que j'insiste sur la solution, elle n'est peut-être pas partout de la même manière. J'insiste, moi qui suis adepte du pacte girondin, pour dire que voilà, malgré tout, nos stations d'épuration, elles coûtent très cher en fonctionnement, consommation électrique. Peut-être qu'un port de plaisance, une ville avec des moyens importants peut se permettre de se le payer. Après, nécessité fait loi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, je crois qu'il faut une réponse adaptée à chaque fois, à chaque territoire. Mais en tout cas, on ne peut pas faire ce qu'on a fait depuis 40 ans. C'est balayer d'un revers de la main une solution qui était une vraie solution utile pour nos territoires. Une solution française avec des retours d'expérience étrangers, donc une solution étayée. Merci. Tristan? Que dire après ça? Rien, non, moi je suis d'accord avec M. le maire. Voilà, donc il faut... Non, je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Moi je suis très optimiste sur ce qui va se passer demain, parce que les mentalités ont changé, parce qu'on n'a jamais parlé autant de la politique de l'eau, parce qu'on a, je pense, des élus nationaux et locaux qui s'en saisissent. Nous, on a été frappés de voir qu'après l'été 22, il y a eu un très grand nombre d'acteurs économiques. On parle des golfs, la Fédération française des golfs, les acteurs de la politique du sport et d'autres, qui sont venus nous voir pour dire comment on va faire maintenant pour préserver nos activités économiques dans un monde qui a changé, qui est celui de la rareté de l'eau. Et donc je pense qu'à partir du moment où la prise de conscience est là, on va réussir à faire de grandes choses. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Vous pouvez rejoindre nos invités si vous avez des questions à leur poser en direct. Merci beaucoup de votre attention.